Voilà, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme avec Maître Frou Johnso, Maître Emmanuel Pincy, Benoît Sala, Armel Sango et Soule Bongam. Nous allons évidemment débattre des questions au menu de ce soir. En supplément, Eric Tchindie, l'ancien journaliste, est aux États-Unis. Il interviendra dans cette émission par téléphone pour évoquer les contours de la lettre qu'il a adressée au président de la République. Mais pour les faits, nous parlerons évidemment de ce collectif, le collectif des acquéreurs de logements du Garden Community. Soit environ 127 personnes qui réclament 2,9 milliards de francs CFA. Donc environ 3 milliards à la Southwest International Construction Corporation, la SIC, 8 ans après le lancement de ce projet. On entame donc l'émission avec ce sujet qui nous prendra tout au plus une trentaine de minutes pour comprendre les contours de cette problématique-là. L'autre partie de l'émission nous permettra évidemment de nous attarder sur les échanges entre Ayuk Tabé et compagnie, donc tous ceux-là qui ont été interpellés du côté du Nigeria et leurs avocats, le rôle de la diaspora et la dégradation de la situation sécuritaire, plus l'impact du plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous l'avez compris, il s'agira de la crise qui secoue ces deux régions-là. En résumé, affaire SIC, comprendre la problématique des logements querellés. Lettre ouverte, Eric Tchindie écrit au président, crise nord-ouest-sud-ouest, qu'a dit Ayuk Tabé et compagnie à leurs avocats. Les invités, je l'ai dit, et on va les découvrir en même temps. Maître Frou Johnso, bonsoir maître. Bonsoir monsieur. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Dans la diagonale, maître Emmanuel Pincy. Bonsoir Dupita et bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre excellente chaîne de télévision. Merci également à vous d'être à nouveau présent. Une première apparition dans cette émission, il s'agit de Armel Sango. Il est du PURS, le PURS de Serge Espoir Matomba. C'est donc un militant. Il est par ailleurs DEA, inscrit un chercheur en DEA sciences politiques et je l'ai dit militant du PURS. Bonsoir Armel. Bonsoir monsieur Dupita, c'est un plaisir d'être présent ici aujourd'hui pour la première fois et je profite d'ailleurs de l'opportunité qui m'est offerte pour saluer vos milliers de téléspectateurs. Alors non merci. Soule Bongam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes certainement le moins heureux de nous tous ce soir. Oui, moins heureux après des longues années d'attente, de promesses et d'engagement et surtout beaucoup de moyens investis pour pouvoir acquérir un logement pour nos familles. Je voulais vous remercier pour cette invitation au nom de tous les victimes de l'association des acquéreurs des logements, de 180 logements en construction en Banga Bakoko. Alors on va peut-être prendre la transition et puis du coup on rentre dans ce sujet-là. Alors, en deux mots ou en plus de mots, on va essayer de comprendre exactement de quoi il est question dans le cadre de ce logement. Vous dites que vous êtes environ 127 personnes. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Et qu'attendez-vous à l'issue, évidemment, des procédures qui sont en cours? 127 personnes, certes, mais derrière, on peut parler de 1000 personnes parce qu'il s'agit des familles. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tout commence en 2010 avec une promotrice dans le domaine de l'immobilier au nom de Brigitte Sopon-Gallet qui a longtemps résidé aux États-Unis, qui crée sur place une succursale de la société Southwest International Corporation Construction, qui est une entreprise, dit-on, basée en Floride aux États-Unis et qui fait dans le domaine de l'immobilier. Cette succursale avait pour mission de pouvoir proposer aux Camerounais des logements, des terrains et d'autres transactions dans le domaine de l'immobilier. Au bout d'un certain temps, la succursale a été transformée en une société de droit camerounaise, la Southwest International Corporation Cameroun, avec Madame Sopon-Gallet, actionnaire majoritaire, et la Southwest International Corporation des États-Unis comme autre actionnaire, et bien d'autres personnes dont je ne vais pas donner les noms d'ici là, mais vous aurez les documents. Et dans le cadre de leur business, ils estiment qu'ils avaient besoin d'un partenaire technique. C'est comme ça là qu'ils vont créer Sundaus
Cost Construction Company, qui est en fait le partenaire technique des États-Unis qui devait accompagner cette entreprise dans le projet. Et pour la commercialisation, ils vont donc créer Marketor. Marketor, je reviens déjà sur Sundos parce que Sundos, l'actionnaire majoritaire, c'est SICC Florida. Et puis vous avez donc Marketor qui est créé pour la commercialisation, avec pour actionnaire majeur, et puis toujours Madame Sopon-Galais, et qui a pour directeur Aimé Galais. Vous pouvez faire la liaison entre Sopon-Galais et Aimé Galais, et vous pouvez tout de suite comprendre qu'il s'agit de la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Et le montage financier étant mis en place, ils vont donc commencer leur marketing avec leur partenaire Crédit Foncier. C'est-à-dire que le Crédit Foncier met à la disposition de la SICC un terrain d'une valeur de près d'1 milliard de francs CFA les SICC devaient payer progressivement et devenir acquéreurs à la fin du paiement. Et en même temps, donc, la SICC propose aux Camerounais, aux jeunes cadres camerounais, parce qu'il faut dire, on parlait du profil de ceux qui occupaient, il s'agit essentiellement des cadres. Certes, nous sommes beaucoup plus travaillants pour le domaine privé, le secteur privé ou pour des professions libérales. Il y avait deux possibilités de paiement. Apport personnel à hauteur du montant des maisons qui étaient à vente. Et puis maintenant, soit vous payez directement, ce qui a été le cas pour certaines personnes de la diaspora, et puis certaines personnes aussi, ceux qui résident au Cameroun, ou à défaut, pour ceux qui n'avaient pas assez de moyens, ils devaient passer par le crédit foncier. Et je suis d'ailleurs dans ces cas-là, mais je ne parlerai pas de moi. Alors c'est comme ça que plus de 127 Camerounais ont été abordés, et ils ont versé de l'argent pour avoir des logements qui coûtaient entre 26 millions et 46 millions de francs CFA. Ok. Ils ont été approchés, ils ont versé de l'argent, et puis maintenant, le temps passait. Sauf qu'au bout de 2 ans, les gens voient apparaître dans un journal une liste de personnes convoquées au contrôle supérieur de l'État. Et quand ils arrivent là-bas, on leur dit, vous avez bénéficié des crédits auprès du Crédit Foncier du Cameroun et vous n'êtes pas en train de rembourser. Il faut rappeler que dans le contrat avec la SICC, le remboursement devait commencer 1 an après la remise des clés. Alors, ces personnes-là s'étonnent, ils disent, mais nous n'avons pas encore reçu de maison. Et déjà, on est même déjà en train de prélever certains parmi nous. Et c'est là où ils prennent conscience et ils comprennent qu'il y a un problème. Ils commencent donc à investiguer. Malheureusement, c'est des actions isolées. On n'est pas en association, on ne se connaît pas. Chacun se débrouille dans son coin. Il y en a qui se retraitent, ils écrivent, ils veulent sortir du projet. Et ils vont porter plainte, ils déposent des plaintes contre la SICC. Et certains ont même gagné des procès entre-temps. Ils se baladent avec des grosses, sauf que la décision du tribunal n'est pas exécutée depuis lors. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés à aller vers ce projet-là? Eh bien, nous avons la caution du gouvernement, parce que SICC a obtenu l'agrément du ministère en charge de l'urbanisme. Nous avons le crédit foncier, qui a mis à la disposition de la SICC un terrain de valeur. Et nous avons aussi ce crédit foncier qui nous a accompagnés dans ce projet-là en octroyant des crédits. Nous avons aussi la caution des États-Unis, parce que nous avons cette société qui est basée aux États-Unis, SICC Florida. Et il faut noter, d'ailleurs, nous avons eu la visite sur le terrain d'un représentant de l'ambassade des États-Unis, accompagné du ministre en charge de l'urbanisme de l'époque, du directeur du Crédit Foncier. Vous convenez avec moi, et je ne vais pas oublier le notaire
Maître Doe Collins, qui a une très bonne réputation. Alors, toutes ces personnes-là, présentées dans un projet, ne pouvaient que donner de la confiance aux acquéreurs. Et c'est donc comme ça là qu'on s'est lancé dans le projet. Donc, à la suite donc, des investigations, les gens commencent à se rendre compte que il se peut que SICC Florida n'existe pas véritablement. Cette société, il s'est fait compagnie, ça n'existe pas. Et c'est comme ça là donc que les gens vont donc se plaindre auprès des tribunaux pour certains. L'affaire continue. Malheureusement, il n'y a pas de suite. Et de bouche à oreille, d'autres gens qui ne sont pas au courant viennent encore entrer dans le projet 2 ans, 3 ans après. Parce que jusqu'en 2015, nous avons des personnes qui ont... Qui souscrivent. Voilà, on a pu les convaincre et ils sont rentrés dans le projet. Ils ont payé des millions. 2016, de bouche à oreille, on se retrouve 5 personnes, 10 personnes, on forme une association, d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on parvient à réunir, rassembler près de 27 personnes sur les 180 personnes que nous estimons. Et quand je dis toujours 127 personnes, il s'agit de près d'1 millier de personnes, parce que nous avons femmes et enfants, et d'autres personnes qui sont derrière nous. Alors, qu'est-ce que nous dénonçons aujourd'hui? Nous dénonçons l'escroquerie de la SICC. L'escroquerie en bande qui commence depuis les États-Unis avec SICC Florida, qui n'a jamais existé. Et sur leur plaquet, vous pouvez voir 40 ans d'expérience. Ça n'a jamais existé. Nous dénonçons l'escroquerie en bande avec la complicité du Crédit Foncier qui a mis à la disposition de cette dame l'espace terrain qu'elle nous a proposé alors que le terrain ne l'appartenait pas véritablement. Nous dénonçons cela pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a eu un arrêté du ministre qui suspend ce titre foncier parce que la transaction n'était pas régulière. Nous dénonçons la mauvaise foi de tout le personnel de SICC parce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ont versé directement de l'argent, eh bien, cette dame-là ne reconnaît pas. Parce que déjà entre le personnel, c'était des personnes qui ont pris de l'argent chez certains acquéreurs et qui n'ont jamais reversé, dit-on. Et pourtant, nous avons des preuves, nous avons des reçus. Nous dénonçons le comportement du notaire qui ne nous a pas dit la vérité. Il savait bien ce qui se tramait. Il savait bien qu'il y avait un problème sur ce terrain-là. Alors, à ce jour, on nous a pas dit à la ce vérité. jour où on a la procédure, y a-t-il possibilité d'évolution dans le sens du remboursement ou dans le sens de compensation? Peut-être qu'on vous a proposé autre chose. Monsieur Dipita, peut-être avant d'arriver là, je vais continuer. Nous dénonçons le silence des actionnaires. Parce que je vais dire, tout bon Camerounais, vous pouvez acheter des actions dans une start-up parce que vous pensez que vous pouvez vous faire de l'argent. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que les dirigeants de cette entreprise se sont mis en une bande d'escrocs, eh bien, vous devez rompre le silence. Parce qu'au départ, nous avons pensé que ces actionnaires, c'était aussi des victimes comme nous. Mais le temps passe, ils ne parlent pas, ils ne se prononcent pas, ça veut dire qu'ils sont complices. Nous dénonçons le comportement du ministère en charge de l'urbanisme qui nous fait des promesses et nous attendons depuis des mois et sans solution. On l'a compris. Oui. Bon, on va peut-être progresser parce qu'il faut également que les autres interviennent quand même. Je disais, où en est la procédure aujourd'hui, au moment où on parle? Alors, l'association, on a pris un collectif d'avocats. Il y a une plainte qui a été déposée. Ils se sont greffés dans une procédure parce qu'il faut dire, le Crédit Foncier aussi est en procès contre SICC. Parce que le titre foncier a été muté sans l'accord du Crédit Foncier. Oh là là. Donc, on s'est greffé dans cette procédure-là et elle est en cours. Cette procédure est en cours. Elle est face au tribunal. Maître Pincy, une réaction? Oui, d'ailleurs, je viens d'abord à dire
notre ami, vraiment, que c'est une affaire qui est d'une extrême gravité et que je vois des jeunes Camerounais qui souvent mettent le peu d'économie qu'ils ont et prennent des crédits pour pouvoir avoir accès à la propriété. Mais cette affaire est même beaucoup plus grave que vous ne pensez. Parce que pour avoir eu accès à un dossier, le 12 mars, je pense 2016, il y a eu passation de service entre M. Ekindi et le nouveau directeur général du Crédit foncier à Yaoundé. Et quand il y a passation de service, il n'y a pas de signature de document. Monsieur Missi, le nouveau directeur général. Voilà. Or, le document signé entre la société SAI ICC et la Crédit foncier porte la signature du 12 mars par acte notarié fait à Douala Oh là là. avec un faux tampon du Crédit foncier. Mieux encore, les sommes qui auraient été données à ont été données à cette dame sont postérieures au départ de M. Ekindi. C'est-à-dire ça a été fait plusieurs mois après pour pouvoir, en fin de compte, faire en sorte que tous les souscripteurs, ceux qui ont voulu avoir des maisons, puissent rentrer en possession de leur maison. J'ai pu avoir accès à ces documents qui me paraissent d'autant plus graves que une procédure, à mon avis, qui ne marchera pas, avait été faite parce qu'on croyait que c'était M. Ekindi qui avait remis de l'argent alors qu'il n'était plus en poste depuis ce moment-là. Et que les actes qui ont été signés, c'est-à-dire l'acte notarié entre le Crédit foncier et cette société, se serait passé à Douala le 12 mars avec une fausse signature, alors que l'autre n'avait plus accès à ce bureau. Donc c'est une affaire qui dénote d'ailleurs, je suis très surpris, parce que ce n'est pas du tout... je connais bien cette famille. Je crois d'ailleurs qu'il y a son frère qui est en bisbille avec la SNH, dans une affaire relativement célèbre, où la SNH également a eu à verser plus de 3 milliards de francs, dans une société relativement célèbre, puisque leur père était quelqu'un d'important au niveau du CFAO dans le temps. Donc c'est une affaire qui est grave. Je crois que l'instruction est en cours et que je crois que vous avez eu un collectif d'avocats. J'ai cru lire que Maître Hott faisait partie de ce collectif d'avocats. Il va mieux expliquer l'affaire, mais tout ce que je regrette, c'est qu'au moment où les Camerounais doivent avoir accès à la propriété, je rappelle d'ailleurs qu'il y a plus de 4 millions de logements qui manquent pour les Camerounais et qu'au moment où on fait une première opération de ce type, les jeunes qui veulent s'établir avec leur famille fassent l'objet d'une procédure et sans pouvoir avoir accès à la maison et en train de rembourser les crédits d'une maison qui n'existe pas. Et d'ailleurs, d'après ce que je crois également savoir, il y a des gens qui sont sur ce terrain, qui ont commencé à construire, parce qu'on est actuellement dans une situation d'une extrême difficulté et que sur ce problème-là, le gouvernement doit se pencher sérieusement. Tout ce que je peux dire au niveau du gouvernement, c'est que sur des affaires, il faut faire très attention lorsqu'on travaille avec des sociétés dites à l'étranger. Je crois savoir qu'on est allé enquêter aux États-Unis pour savoir si cette société existait, mais moi j'ai été une fois au Nigeria, on m'a amené dans un bureau, on a dit que c'est le directeur de la Banque centrale, alors que c'était pas le directeur de la Banque centrale. Voilà, et ça se fait. Il faut être très prudent quand on fait ces opérations-là. Je souhaite tout simplement que le gouvernement se penche sur ce problème. Ce n'est pas la première fois que les Camerounais se font escroquer de la sorte. Et il faut être sévère envers tous ceux qui ont pu porter atteinte à la fortune publique. L'affaire est en cours. Maître. I don't know this file very much, so I cannot make any comments. But all I can say is that it is regrettable that young Cameroonians who are struggling to grow will find themselves in a mess like this because we don't have a serious government. That's all I can say. Armel. Oui, monsieur. Une réaction. Voyez-vous, monsieur Dipita, lorsque j'ai entendu mes prédécesseurs, j'ai envie de dire que c'est un peu triste parce que, rendu au XXIe siècle, on voit comment les manquements d'un État peuvent se faire sentir au quotidien. Par exemple, voyez comment la population peut se faire escroquer par une société l'affaire encore en cours. Okay. Aucune sentence n'est... Qui peut donc, supposons que c'est une escroquerie,
par une entreprise dite internationale. Tout ça se passe à l'intérieur de l'État. Voyez-vous, Paul Valéry disait dans ses pensées que l'État, en fait, ne doit être ni fort ni faible. Parce que s'il est fort, il risque d'écraser son peuple, mais s'il est faible, la population risque de périr. Donc l'État a cette responsabilité-là, ce devoir-là, de contrôler tout ce qui se passe dans son pays, de protéger sa population et de revendiquer les droits de son peuple. C'est pour cela que moi je dis que nous, à l'intérieur par exemple du PURS, nous ne cesserons jamais, mais alors jamais, de dénoncer cette cruauté, cette méchanceté, cette rapacité et cette duplicité de l'État. C'est des choses qu'il faut dénoncer avec la dernière des énergies. Soulé, pour finir sur ce sujet-là, et vous allez d'ailleurs nous écouter juste après, vous, comment vous entrevoyez-vous la suite? Arrangement à l'amiable, attendre la procédure judiciaire aboutir? Qu'est-ce que vous espérez pour le bien de vos familles? Dipita, nous avons parmi nous des personnes qui sont à la retraite et qui ont cotisé toute leur vie pour pouvoir avoir un logement. Nous avons des personnes décédées aujourd'hui et le crédit foncier réclame aux veuves et enfants de rembourser de l'argent. Nous avons des personnes qui ont perdu leur emploi. Nous avons des familles aujourd'hui déchirées et nous avons des personnes dans la rue. Alors ce que nous demandons, c'est tout simplement de la justice. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes des personnes instruites, nous sommes des patriotes. Il ne faudrait pas qu'on nous pousse à bout. Cela fait 1 an que nous avons tenu des réunions avec le ministre, le secrétaire général, et nous ne voyons pas la suite. Pire encore, cette dame a commencé à vendre les parcelles sur le terrain, et c'est pour cela que parmi nous, nous avons décidé d'aller occuper les parcelles. Nous avons décidé d'aller occuper les parcelles, et je vous dis pire encore, elle débarque là-bas avec une bande de voyous pour tenter de casser ceux qui sont en train de construire sur le terrain. Si l'État n'intervient pas, nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous sommes au sein de l'association, nous parlons entre nous, mais seulement nous ne pouvons pas contrôler les individus. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le remboursement intégral de tout ce que nous avons versé auprès de cette société. Nous demandons l'annulation des dettes pour ceux qui sont passés par le crédit foncier du Cameroun. Exactement. Nous demandons le dédommagement. Oui. Et enfin, la récupération des parcelles. Il faut dire que dans le contrat, chacun avait un lot attribué. Donc si nous allons sur le terrain aujourd'hui, ce n'est pas de l'anarchie. Moi, j'ai ma parcelle, j'ai le contrat ici, en bonne et due forme, et j'irai occuper ce terrain-là. Et nous demandons finalement, puisque finalement, il n'y a plus que le président de la République qui peut nous écouter, nous demandons au président de la République de pouvoir agir. Pourquoi dans le cas de la MIDA, on a donné des instructions tout de suite de pouvoir rembourser les victimes? Mais nous, ça fait des années, ça fait 8 ans qu'on attend. On va nous voir dans la rue? Non, on ne va pas vous encourager à aller dans la rue. Je voudrais simplement vous remercier parce que vous devriez intervenir dans le cadre de ce premier thème-là. Évidemment qu'on va suivre de près cette actualité et puis on va rendre compte au fur et à mesure à nos téléspectateurs. Nous souhaitons que justice soit rendue, que justice soit faite et que chacun, évidemment, rentre dans ses frais. Vraiment, merci Soulé. Beaucoup de courage. Je vous remercie au nom de tous les victimes de cette escroquerie en bande. L'affaire est encore au tribunal. Mais c'est aussi notre devoir de donner la parole à ceux qui se sentent lésés. C'est dans ce cadre qu'on l'a fait ce soir. Merci et bonne continuation. On va prendre la transition et puis on va introduire juste derrière Benoît Assala, qui est le représentant de la diaspora ce soir, qui va venir dans ce studio pour évidemment débattre des autres questions. Et on va en même temps, de suite aller aux États-Unis prendre Eric Chingier. Ce sera juste derrière la transition. Alors, on revient à l'antenne. Ah, voilà. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Ben, ça va très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir.
Je suis avec Maître Pincy Emmanuel, Maître qui derrière vous dit bonsoir, Maître John Frosso, Benoît Salah, un compatriote qui vit de l'autre côté de la diaspora. Bonsoir. Et puis Armel Sango, qui est un militant du PUR, c'est un parti dont le premier secrétaire est candidat à la présidence. Alors évidemment, tous les Camerounais vous suivent. Vous avez, pour faire rapide, récemment écrit une lettre au président de la République dans le cadre de ce qu'on appelle désormais la crise anglophone. Je vous laisse résumer en 2-3 mots plusieurs le contenu de votre courrier et puis au fur et à mesure, on va en débattre. Merci beaucoup, député. Merci pour cette occasion, n'est-ce pas, je crois que il faut que je m'explique. Et je comprends très bien pourquoi je le dis, parce que j'ai lu les réactions de part et d'autre et je crois que ça méritait quand même que j'apporte un peu plus de lumière sur ce que j'ai fait. Donc, je te remercie beaucoup pour cette occasion. Un certain nombre de choses qu'il faut souligner, et ça je le dis partant de toutes les réactions que j'ai recueillies. D'abord, le fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi je demande qu'on retire l'armée et qu'on mette la police à sa place. Pour moi, c'est simple. Enfin, je ne demande pas qu'on expose la police aux sécessionnistes, qui, à mon avis, reste encore un nombre assez infime. Mais quand on a une crise dans son pays, avec les citoyens, la population de son propre pays, on n'engage pas l'armée. Engager l'armée, c'est la guerre. On utilise l'armée pour combattre l'ennemi. Et je refuse de croire que les Camerounais, il y a des ennemis entre, n'est-ce pas, les Camerounais. La police, telle qu'elle est formée, est capable, à mon avis, de s'occuper d'un problème de l'ordre. C'est pas l'armée. Alors c'est pour cela que j'ai demandé, même sur le plan symbolique, le monde entier, si aujourd'hui on leur dit à la communauté internationale et autres, que le gouvernement camerounais a engagé la police pour remettre de l'ordre dans une partie du pays où il y a problème, tout le monde va comprendre. Mais envoyer l'armée et dire que l'armée est en train de vouloir rétablir la paix dans une partie du pays, c'est accepter, n'est-ce pas, qu'il y a guerre civile d'abord. Et deuxièmement, c'est une façon de pousser ceux. Parce qu'on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, si une partie ici, s'il y a deux parties dans une guerre, et une partie est aussi faible parce qu'ils n'ont pas les moyens et tout, et évidemment, il y a des gens à l'extérieur, les vendeurs d'armes, qui n'attendent que ça, pour fournir, n'est-ce pas, pour essayer d'équilibrer le jeu. Et je crains que ce soit, n'est-ce pas, c'est ça qui va se passer. Donc, sur deux points. D'abord, utiliser l'armée, c'est déclarer qu'il y a un ennemi dans la maison et il faut le combattre. Deuxièmement, mettre la police à la place de l'armée, c'est envoyer un symbole important. Non seulement aux citoyens, à ces anglophones que nous voulons combattre, mais au monde entier. Ça, c'est ce qui m'a poussé à demander, à faire cette demande. Alors, Eric, vous avez fait effectivement 10 propositions au président de la République. Vous avez largement expliqué retirer l'armée, mais il y a libéré tous les anglophones incarcérés, y compris ceux qui ont été arrêtés au Nigeria, et à permettre immédiatement à tous les détenus restants d'avoir accès à leurs avocats, d'ailleurs ce qui a été fait récemment, prévoir des ressources budgétaires et de conseils psychologiques pour soutenir tous ceux qui ont perdu leurs proches, fournir un soutien financier et psychologique aux familles, engager des discussions et des arrangements constitutionnels fondés sur la spécificité du problème anglophone et sur la nécessité d'y remédier de manière à protéger les droits des citoyens et renforcer l'unité nationale, engager des consultations qui aboutiront à la réécriture d'une nouvelle constitution pour le pays, une reconnaissance de l'inviolabilité de la fédération de deux États
qui composent le Cameroun et décentralisant efficacement l'administration du pays en unité régionale de manière à rapprocher le gouvernement et enfin, du moins avant-dernier, inviter la diaspora camerounaise, l'Union africaine et les Nations unies à participer à un dialogue ouvert et honnête sur les droits, les privilégiés et les devoirs des minorités culturelles et linguistiques et enfin, faire approuver la nouvelle constitution par référendum avec les majorités dans les États. Alors, l'une des propositions qui a également fait réagir, c'est la reconnaissance de l'inviolabilité de fédération des deux États qui composent le Cameroun. Ça également, ça a beaucoup fait parler. Absolument, absolument. Et écoutez, moi je suis un anglophone, un Camerounais convaincu, et quelqu'un qui recherche la paix, parce que j'aimerais que, n'est-ce pas, les choses, qu'on arrive à retrouver la paix et une paix, n'est-ce pas, permanente dans ce pays. Je sais aussi que ça fait longtemps, très longtemps, et s'il y a un Camerounais qui n'est pas conscient de ce problème, de ce que les anglophones ont vécu dans ce pays, qu'ils le disent haut fort. Les anglophones ont beaucoup. Moi, Eric Tchindjé, j'étais rédacteur en chef de la télévision. Mais il y a des choses dans cette télévision que je ne pouvais pas prétendre avoir, tout simplement parce que j'étais anglophone. Et si vous imaginez que ça ne me faisait pas mal, moi, c'est que vous n'avez rien compris de ce problème. Après 5 décennies, dans un pays qu'on appelle le nôtre, vivre comme ça, donc avec cette frustration, certains ont identifié ça comme s'agissant de la marginalisation d'une partie de la population. Et tout ça parce qu'on est anglophone. Parce qu'on est anglophone dans son propre pays, on ne peut pas prétendre avoir certaines choses. Et vous pensez que la fédération à deux États résoudra ce problème? Non. En tout cas, je suis convaincu aujourd'hui que si ça ne se fait pas, on ne retrouvera pas la paix dans ce pays. Il faut que les Camerounais anglophones se sentent encore protégés par la Constitution, tel que ça a été fait au départ. C'est pour ça que le Cameroun anglophone a décidé de rejoindre ses frères francophones en 1961. Il y a des Camerounais anglophones qui ont décidé de rester avec le Nigeria. Pour ceux qui ne le savent pas, le Nord Cameroun anglophone est resté avec le Nigeria et qui est devenu aujourd'hui l'État de la Damawa. Alors, Eric? Le Nigeria, c'est un pays fédéral. Et ce système va tout simplement, cette question culturelle et linguistique, reconnaître par cette spécificité, donner aux anglophones la notion une protection constitutionnelle. Mais je dis aussi, on peut gouverner sur le plan administratif, continuer avec les 10 provinces. Alors, Eric, et ça aussi. Bon, je suggère que vous gardez la ligne. Hein. On va prendre quelques réactions et au fur et à mesure, vous pourrez éventuellement reprendre également la parole. Donc, vous restez en ligne. Je vais introduire donc Benoît Salah. Merci Benoît d'avoir déjà attendu pour la première partie de l'émission. Vous êtes basé en France, donc vous regardez tous ces problèmes, peut-être de l'extérieur, mais vous vous sentez entièrement concerné. On va peut-être prendre ce premier jet de la réaction d'Eric Tchindjé, la lettre qu'il a écrite au président de la République. Tout à fait. Merci Dipita de nous avoir associés à la discussion. Je voudrais dire que nous regardons au niveau de la diaspora la situation qui prévaut actuellement au Cameroun avec beaucoup d'attention. Nous sommes d'ailleurs connectés 24 heures sur 24 aux chaînes de télévision du Cameroun et à nos familles qui sont présentes sur le territoire national. Je voudrais dire que je partage l'analyse de M. Tchindjé quand il parle d'un nuage sombre et diabolique qui est en train d'envahir le Cameroun. Parce que comment peut-on expliquer qu'on en soit arrivé là, où des frères d'un même pays s'entretuent? Récemment, on voyait encore des images de personnes
qu'on avait découpées. Non, ça c'était Voilà. démenti. D'accord. C'était des Bon, scènes voilà. C'était des scènes. Donc, de voilà. cinéma. Donc, on a vu des images de militaires qui, on va dire, torturaient un général ambazonien. Je pense que ça n'a pas été démenti. Bref, on est en train de rentrer dans une escalade qui, à un moment, risque d'être non maîtrisable. Je partage donc l'analyse de M. Tchindjé. Et je pense, par rapport au point sur le retrait de l'armée sur le théâtre des combats, que le gouvernement est tout simplement cohérent avec lui-même. Le président de la République avait clairement dit, lors d'un retour de son voyage, que le Cameroun était en guerre. Donc, quand on dit qu'on est en guerre, il faut déployer l'armée. Les choses sont désormais claires. Les choses sont Pour désormais le reprendre claires. avec exactitude. Avec exactitude. Donc, le gouvernement est cohérent de ce point de vue-là. Eric Tchindjé ne comprenait pas pourquoi l'armée était sur ce théâtre-là. Eh bien, le président a dit que le Cameroun est en guerre contre des terroristes. Donc, la présence de l'armée se justifie. Donc, il va être compliqué de retirer l'armée aujourd'hui sur ce théâtre-là, sauf vraiment à recourir à des mesures exceptionnelles de nature à détendre l'atmosphère. Armel Sango. Oui, monsieur Tchipita, voyez-vous, lorsque je comprends avec beaucoup d'attention la lettre de monsieur Eric adressée au chef de l'État camerounais, je me dis tout simplement que là, nous avons atteint un niveau de non-retour de la crise anglophone. Parce que, voyez-vous, ce que nous vivons aujourd'hui est un phénomène qui a commencé même sous Ahidjo, sous le président Ahidjo. Et au fur et à mesure que le temps passait, on n'arrivait pas à reconnaître qu'il y a un problème. On disait toujours que tout va bien. Les collaborateurs du dirigeant remontaient toujours la nouvelle pour dire que tout va bien, il n'y a pas de crise anglophone, il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun. Plus récemment encore, le nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation lui-même avait fini par reconnaître que, et à dire au chef de l'État qu'il n'y a pas un problème au sud-ouest et au nord-ouest. À partir de ce moment, comment voulez-vous que la situation avance? Quand déjà, on n'arrive pas à reconnaître qu'il y a un problème, mais on voit les conséquences du problème. Comment peut-on donc procéder? Alors, à partir de ce moment, nous pensons que, ou du moins je pense que, ce que l'État fait jusqu'ici, nous reconnaissons que l'État a beaucoup fait des choses, mais l'État doit faire davantage parce que l'État est dans une situation où vous avez par exemple l'abcès et l'État se met à caresser l'abcès. Quiconque a déjà été victime de l'abcès sait ce que c'est que l'abcès. Lorsqu'on a l'abcès, au fur et à mesure que vous caressez cet abcès, vous avez du plaisir. Mais plus vous caressez, plus le mal persiste. Or, il faut percer cet abcès-là pour que le corps tout entier guérisse. Mais la problématique, c'est peut-être comment? Alors, c'est pour cela que nous disons aujourd'hui à l'État qu'au lieu de procéder phénoménalement, il est plutôt important de procéder nouménalement, c'est-à-dire au lieu de faire l'agitation de surface, il faut faire un soulèvement de profondeur en touchant les causes profondes de la crise anglophone pour solutionner ce problème. Maître Frou. Yeah, Eric, this is John So. I know. John. How are you? I read your letter. I read your letter very, very, very attentively, and I came to one conclusion. Your letter would have made a lot of sense if it was written before the 17th of January 2017, when we the English-speaking lawyers, that's the common law lawyers, were asking for a federation. And I will quote my learned colleague from Boya, Barrister Agonkongo, who said that the time will come when you'll be begging for a federation, you will not see it. Look, Eric, we have gone through this. The president of this country declared war on us on the 30th of November 2017. I don't know wherever you were. And he was doing that after we have been massacred on the 1st
Our children were massacred on the 1st of October and on the 22nd of September 2017. Now, we're now at war, Eric. Maybe you should know. And at war, when it's all over, or when the war is causing a lot of havoc in the world, what happens is that the first thing we call is a ceasefire. A ceasefire, in this case, because he declared war on a population that is he considered part of the country, he should now declare a unilateral ceasefire, and everybody stands down. And everybody stands down, everybody will withdraw. But I want to tell you, Eric, your proposition for federation, I read it very carefully, and I'm also saying that at what price? Are you aware, Eric, that more than 100 of our villages have been burned down? Are you aware how many of our children have been killed? Are you aware of those who are in prison? Are you aware of what they did to our leaders in Nigeria, where they went and kidnapped them and brought them here? Are you aware of all this? For this price, Eric, just evaluate it yourself. You have been following up. I respect you for being one of the top world journalists. And I know that you know the facts. Eric, is it time for us to be taking positions on federation when we have not gotten to the negotiation table? In a war, listen, let me finish. In a war like this, if you call a ceasefire and call for negotiations, we sit on the table, everybody comes with a clear mind. You don't take positions when you are going openly when you are going for a negotiation, even though you have your position as you are getting there. And it is there that we decide whether we continue with this union or we walk away. So your letter was so very well written, but it came very, very late in the middle of the war, Eric. Because if you had written that letter in 2017, where we were fighting for this federation, where we were fighting to go back to 1961, and for the respect of 1608 of the resolutions of 1608 of the United Nations, we would not be where we are, Eric. Alors, Eric, I think we should call a ceasefire, the head of state should call a ceasefire and call for negotiations. And when we sit on the table of negotiation, we can now determine whether we are staying and what are the conditions for staying, whether we are going away, what are the conditions for going away. I think so, Eric. Eric, je suggère que vous écoutiez également Maître Pincy et puis derrière vous pourrez répondre. Hein. Absolument. Maître, allez-y. Okay. Oui, je tiens d'abord à saluer Eric Tchindé, qui est non seulement un très grand journaliste et un patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays, parce que vous ne pouvez pas écrire une lettre comme ça, vivant à l'étranger, si vous n'aimez pas votre pays. Cela dit, il a fait un certain nombre de propositions, et je crois que Maître Fou l'a dit, sa lettre est bonne, mais beaucoup de propositions arrivent un peu tard. Parce que la situation, tout à l'heure, mon ami Fou a parlé, mais il a parlé des gens, des Amazoniens tués ou des villageois tués, mais il n'a pas parlé des soldats également qui ont été tués, des innocents qui sont allés Nous sommes dans une guerre. Non, vous êtes dans une guerre, et dans le cadre d'une guerre, vous avez la loi et l'autorité, et l'armée qui est là pour défendre et mettre de l'ordre. Si vous estimez que des Camerounais doivent prendre des armes pour tuer des soldats et des gens de l'armée, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que ces personnes-là passent devant le tribunal militaire, parce que c'est le tribunal militaire qui est compétent en la matière. Et j'avoue sur ce point-là que vous comme moi, nous avons fustigé la fameuse loi du 2014, du 23 décembre 2014 portant répression des actes du terrorisme, parce que c'est une loi qui est exorbitante du droit commun. Vous le savez très bien, elle ne permet pas d'avoir des peines avec sursis. Le minimum de peine, c'est 10 ans, sinon plus. Et en plus, vous savez que la garde à vue, et je le rappelle aux gens, parce que les gens n'en parlent toujours pas, je regarde les dispositions de l'article 11, l'application de la présente loi, le délai de garde à vue est de 15 jours, renouvelable
sur autorisation du commerçant du gouvernement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un 15 jours 2 fois. C'est renouvelable. À l'infini. Jusqu'à 5 ans. C'est pour cela que, en tant que juriste, ça me pose un problème. Mais quand vous regardez le Patriot Act aux États-Unis et d'autres dispositions sur la loi sur le terrorisme en France, qui sont toujours des lois qui sont exorbitantes du droit commun, quand on arrive à cette situation de ce genre-là, nous qui aimons nos frères anglophones, parce que les Bakweli, c'est également les Douala, c'est les Sawa, vous avez également les Bassa, vous avez les Bamileke, les Mouna sont les Bamileke, John Fontia. Les Mouna sont les Bamileke, m'a dit ça, c'est les graphies. C'est des graphies, c'est Bernard qui me l'a dit. Mais vous terminez, puis on va Je voudrais reprendre. donc dire sur ce point-là que ce sont nos frères. Et qu'à un moment donné, il faudrait que les gens, dans n'importe quelle négociation, dans n'importe quelle guerre, il faut arrêter, il ne peut y avoir des armes. Et ce n'est que lorsqu'on va déposer des armes qu'il va y avoir des négociations. Si les gens continuent maintenant, parce qu'à l'intérieur, vous avez des vrais patriotes qui, eux, politiquement parlant, je parle par exemple Mola John Toumbe. Tout le monde sait que c'est le plus vieux sécessionniste du Cameroun, il a 92 ans, mais il n'a jamais pris des armes. Il était ici en Kintola Williams. Mais vous avez en même temps des bandits, des bandes armées qui assassinent, qui demandent des rançons, qui mélangent tout, qui ont même brûlé la maison des parents de notre jeune confrère, Agbor. Et je dois dire que devant tout ce mélange, on est dans une situation telle où le gouvernement ne veut pas laisser, s'agissant de troubles à l'ordre public et des attaques et des assassinats, le droit doit continuer à fonctionner. Donc on ne peut pas laisser tout ça, que le pays soit à volo. Mais c'est là la difficulté. Et c'est pour cela que, par exemple, que cette commission présidée par l'ancien Premier ministre Peter Msonge a fait un certain nombre de revendications. Tout ce que je regrette dans la lettre de Eric, c'est tout simplement en disant que il faudrait qu'il y ait deux États et que dans ces 2 États, chaque État puisse décider, d'après ce que j'ai compris, de sa position, si elle doit rester ou non. Parce qu'à mon avis, je vois là les germes d'une sécession future qui est refusée par le gouvernement, puisqu'ils disent tout simplement qu'on ne va pas discuter sur la forme de l'État. Donc quand on va devant une négociation, et ça je souhaite qu'il y ait une négociation, il faudrait que chacun vienne avec des leaders qui sont écoutés, des leaders qui peuvent faire en sorte que, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, arrêter ou pas, négocier, discuter et donner des instructions qui soient écoutées par le reste des populations qui les soutiennent. Avant que Eric réponde, Bon, Maître Fou veut ajouter, veut faire notre précision avant votre réponse. Let me say that maybe Maître Pensy did not understand the English I was using. You remember what happened on the 1st of October, Eric? I want to tell you that 122 young men were gunned down by these government forces. And they now, I'm not sure. Listen, let me finish. Okay. Yes, I'm not sure. I was listening to you. Yes. After that, they continued killing, going into houses, taking out young men and shooting them on the legs and maiming them. What happened? These children decided to organize what they call self-defense. And self-defense is a fundamental right in international law. You can quote me anywhere, Eric. Self-defense is a fundamental right in international law. And these children organize themselves to defend themselves. If not, they will all be killed. And that is what happened. You saw the helicopters, gunships, how they were shooting, how they were shooting on the 1st of October. And at the end of it, if I take the figures that some human rights organizations plus Mr. Weber, 122 young men were gunned down on that day. So you cannot say that. And Eric, the Francophones and the government are now calling all of us terrorists. And the word terrorist, and they are applying a law that was passed because of terrorism on anybody who does not speak their language. And I'm telling you that me sitting here, I'm an object of that law. They have not applied it on me because they know
that anything I say here, I take responsibility and the world takes responsibility. On va écouter. They know that. Eric, Okay. I want you to know that this war was put on us and we had a right to self-defense. On va écouter, on va prendre vos dernières réactions, Eric, et on va se séparer de vous, d'avec vous. Okay. Okay, très rapidement, d'abord, let me speak in English, John. We can play the emotional card until the chickens come home. That is not a response to this problem. So, I don't want to be emotional about this. Me too. I'm not emotional. I'm talking facts. Yeah, no. People have died. That is so true. And we need to get back to a situation where Anglophones in Cameroon feel that they belong to the country. And if not, if you read my note carefully, I also speak about a referendum in which a majority of the Anglophones will be given a chance to vote. So, Thank you very much. Thank you very much. And let's move out of, I listen to this a lot. I read a lot about, the emotionalisms, but let's get away from that. And I believe that that is where we will find a solution. Otherwise, this is going to continue for a long time. I am a student of, I've worked in South Sudan with President Salva Kiir. I've worked in Liberia with President Johnson. I've worked with President Mobutu in Congo. I've seen crisis and I've seen leaders try to resolve these crises. So let us not, if we want peace in Cameroon, if we don't want peace, fine, we can continue. And I said in my letter, war will not end it. It's not the fighting that will end this. We'll just continue killing ourselves and making a bad situation worse. So I'll leave it I want to invite you to go back and read the letter. Maintenant, à Maître, merci vraiment, merci beaucoup, Amel et Benoît. Je vous ai écouté et je crois que en écoutant John, qui donne le point de vue des anglophones, vous verrez donc que le défi aujourd'hui, c'est de ramener John et ceux qui pensent comme lui à la maison. C'est ça le défi aujourd'hui. C'est mon voisin. Le comportement du gouvernement, le message qu'on livre aux anglophones, c'est qu'ils sont des ennemis. Et chaque fois qu'on brûle un village, qu'on incendie un village, chaque fois qu'on tue un corps, chaque fois que les gens quittent leur village pour aller comme réfugiés au Nigeria et ainsi de suite, c'est tous les anglophones au Cameroun aujourd'hui qui sont concernés. Ne me dites pas que on va résoudre ce problème avec les armes. Jamais. Ça ne se passera jamais comme ça. Regardez autour de vous, en Afrique et dans le monde. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des voix qui disent, bon, on a maltraité les anglophones dans ce pays, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai sur le plan économique, infrastructurel et autres. On a maltraité ces gens pendant 50 ans. Il est temps quand même de revoir un peu les choses, comme ça doit se passer. C'est pour ça que j'ai dit, ramenons les choses tout au début et voir comment refaire la Constitution. Et tout ce que je dis, c'est il faut reconnaître les spécificités de cette partie du pays. Si on avait introduit le bilinguisme en 1960, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si en 1960, on avait commencé avec le vrai bilinguisme dans nos écoles, dans nos systèmes de justice, ainsi de suite, on n'en serait pas aujourd'hui. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc, on doit se donner le temps de refaire ce pays comme ça se doit. Et faire un pays dans lequel tous les citoyens se sentent camerounais. Sinon, vous allez perdre cette partie du pays qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun anglophone. Et c'est tout ce que je peux dire. Relisez ma lettre en pensant honnêtement à ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Si vous trouvez que c'est l'armée qui va résoudre le problème, laissez-moi vous dire, ça ne se passera. L'armée ne réussira jamais. Merci. Aujourd'hui, les armes, on est en train de chercher les armes un peu partout. S'il vous plaît, pensez à ce pays et peut-être exiger, n'est-ce pas, une bonne réaction de la part du gouvernement. Merci beaucoup, Eric. Vraiment, merci de votre disponibilité. Merci d'avoir apporté ces clarifications
pour contribuer tous à ce débat, pour trouver évidemment des solutions joyeuses pour notre pays. Merci encore, Eric. Merci, député. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. On va poursuivre le débat. On a fini cette phase avec la lettre que nous a envoyée Eric Tchindjé. Vous le savez, c'est l'ancien journaliste à la télévision nationale, évidemment, qui a également eu un parcours assez joyeux et glorieux dans les institutions internationales. Fort de cette expérience, je pense qu'il était important de partager également ses propositions en vue de la sortie de la crise. On va prendre la transition et on poursuit le débat. Depuis 6e. On poursuit le débat, je l'ai dit, donc, pour rentrer dans la dernière problématique, crise nord-ouest-sud-ouest, Kadi Ayoub Tabé et compagnie à leurs avocats. Vous le savez donc, le président de la République, le gouvernement, a finalement autorisé que les avocats de toutes ces personnalités, de toutes ces personnes qui ont été interpellées au Nigeria, ramenées au Cameroun dans le cadre de cette crise, tout cela qui a été désigné comme étant les responsables, le gouvernement de la République imaginaire de l'Ambazonie, ont donc été finalement vus à Yaoundé. Alors, Maître Fou, vous étiez parmi ces avocats qui ont rencontré ces personnes-là Nous sommes à Yaoundé. Nous avons une équipe qui n'est pas complète. On est en train de construire une équipe de la défense. Pour le moment, il y avait certains d'entre nous qui ont rencontré tous les détenus. Ils sont à 10, pas 37. Alors, première question. Pas 47. Première question. Les 37, on ne sait pas là où on y arrive. On y arrive. Où les aviez-vous rencontrés? Oui. C'était où? Au CED. Secrétariat d'État de la Défense. À quelle heure? Non, ça c'est, vous ne pouvez pas me poser ça. D'accord. Je vous dis que nous avons les confrères de Yaoundé et certains entre nous se retrouvés. Nous avons un certain nombre entre nous sont. Je vais donc vous poser une question. Vous allez englober. Sont assistés à l'interrogatoire. Ils continuent à assister à l'interrogatoire. Vous allez englober toutes les réponses. Moi, je repars demain. Comment vont-ils? Quel est leur état d'esprit? Comment vont-ils, je veux dire, sur le plan physique, sur le plan psychologique, l'état d'esprit? Combien sont-ils? Ou alors, combien avez-vous rencontré? Et peut-être le plus important, sous réserve de tout, vous êtes avocat, de tout l'encadrement juridique qui va avec, que vous ont-ils véritablement dit? I want to say that, as I said before, some of our colleagues, some of us met them, and you're asking me about their health. We are not medical doctors, but just imagine somebody who has been detained in Comunicado for 7 months, met nobody, alone, for 7 months running. You can imagine how they look. I am not a doctor. I cannot determine how they look, what their condition is. Number two, we are dealing only with 10 now, the 10 leaders. Mr. Chiruma said 47 were brought into this country, captured and brought into this country, and they are now being put at the disposition of justice. We don't know where 37 are, and we are still finding out where they are. Whether they are also inside, we don't know. So, I don't want to go any further than that, other than say that the defense is still being constituted. And I want to say here that so far, Muna is not part of the defense, but we are waiting if they want to join the defense. So far, Mete Asera is not part of the defense, and we are waiting some of the lawyers that may be joining the defense. But for now, we don't want anybody, including me sitting here, making any statements on behalf of the defense publicly.
Alors, le So contenu what des I just échanges- said was a human thing. From your questions, it has to do with the human nature of how they look. I cannot determine. I'm not a medical le doctor. contenu des échanges. No, I cannot tell you that. It's at the phase of interrogation, and by our profession, we cannot divulge D'accord. anything. D'accord. Bon, maintenant, au moins sur la question politique. À ce jour, sont-ils prêts pour une négociation en vue de la sortie de crise? Again, I cannot answer that D'accord. because we are at the level of Ah ouais. interrogation. Absolument, je vous le concède. Armel, peut-on penser donc que cette ouverture que le gouvernement a décidé de faire en vue de ces personnes qui ont été interpellées au Nigeria est un pas pour apaiser, un pas pour dire que finalement on peut s'asseoir sur une table et voir évidemment encadré de toutes les procédures juridiques parce que évidemment il y a des actions qui ont été menées, chacun doit rendre gorge pour reprendre l'autre. Mais est-ce qu'on peut penser que sur le plan politique, c'est un acte qui peut au moins progressivement aller vers un apaisement et voir la sortie de cette crise? Ok, s'il te plaît, Monsieur Dipita, avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire juste une petite précision et un éclairage sur le thème précédent qui venait de passer. Je voulais tout simplement dire que comment est-ce qu'on définit un État démocratique? Un État démocratique, c'est un État dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Abraham Lincoln l'avait théorisé en disant que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voyez donc maintenant que dans ce genre d'État, comme le nôtre, qu'on dit que c'est un État démocratique, voilà le peuple qui pleure. Il y a une partie du peuple qui pleure. Ce peuple-là qui vous détient du pouvoir, qui vous a donné ce pouvoir-là. C'est vrai, on va dire qu'au Cameroun, le pouvoir est impératif, tout mandat impératif est nul. Mais lorsque le peuple est lésé, c'est de la responsabilité de l'État de chercher à écouter ce peuple-là pour leur dire que qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais, n'est-ce pas, refaire une précision sur ce que Maître Pensy a essayé, n'est-ce pas, de brosser en faisant croire que, en laissant croire que le régime en place voit le fédéralisme comme une tentative de sécession. Non. Armel, oui, monsieur, vraiment, vous nous ramenez en arrière, on n'a plus beaucoup de temps. Non, permettez que je stoppe. En une minute, s'il vous plaît. Non, permettez que je stoppe. Je voudrais revenir sur ma question. L'ouverture avec la rencontre des avocats et les personnes emprisonnées prises au Nigeria, est-ce un pas vers l'ouverture d'une solution sur le plan politique au moins? Bon, déjà, la rencontre, n'est-ce pas, de M. Ayoub També et ses avocats entre, n'est-ce pas, dans la logique normale que voudrait le droit. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est détenu, il est normal qu'il se fasse assister par un avocat. C'est pas une faveur. Pour préserver ses droits. Je pense que, du point de vue juridique, ce n'est que normal. Maintenant, sur le plan politique, prendre ça comme étant une tentative d'ouverture de dialogue, je prends ça avec beaucoup de réserve parce que le gouvernement ne s'est pas toujours montré favorable à ce dialogue à fond, puisque chaque fois que le gouvernement veut apporter la solution ou semble vouloir apporter la solution, le gouvernement caresse, n'est-ce pas, la solution au lieu de toucher, caresse la cause au lieu de toucher, n'est-ce pas, cette cause-là. Donc, si cela pourrait être une tentative d'ouverture, je pense que c'est une bonne chose, n'est-ce pas, pour la manifestation de la vérité de la crise qui malmène nos deux régions anglophones. Là, on pourra savoir qui est qui se cache derrière les anglophones. Est-ce que derrière les anglophones, on n'a pas des ressortissants même à l'intérieur du pays qui boostent, n'est-ce pas, cette crise-là? Donc, je pense que cette rencontre-là est une rencontre idéale. Elle pourrait, n'est-ce pas, aider la justice pour la manifestation de la vérité concernant la crise. Benoît? Bon, mais la question, c'est est-ce un pas pour apaiser la situation? Politiquement, tout au moins. Politiquement, je pense que si c'est un pas, ce pas-là vient un peu tard. Parce que ça fait quand même 6-7 mois. 7 mois qu'ils ont été appréhendés. Et mais si tout est tard, comment on fait pour sortir là? Dans tous les cas, je vous laisse répondre. Excusez-moi, allez-y. Le tard est relatif. Hein. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait 7 mois qu'ils ont été appréhendés et ils n'ont pas eu accès ça fait 7 mois. à leurs avocats.
Donc, ils n'ont pas eu accès à leurs avocats. Et donc, du point de vue du droit, ça pose problème. Même si, comme l'a relevé Maître Pincy tout à l'heure, les dispositions qui encadrent la garde à vue en matière de terrorisme, cette disposition-là est floue. Hein, elle laisse la porte ouverte à un renouvellement perpétuel, n'est-ce pas, de la garde à vue. Bon, était-ce mis à dessein dans la loi? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement en a bien usé. Maintenant, je ne pense sincèrement pas que ce soit un pas vers l'apaisement. C'est ma lecture. J'ai plutôt le sentiment que l'État agit un peu sous la pression. Parce que vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, donc, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dénoncer le fait que ces personnes-là n'aient pas eu accès à leurs avocats et qu'on n'avait pas accès à ces personnes-là. Ni leur famille, ni personne n'avait accès à ces détenus-là. Donc je pense que c'est sous le coup de la pression que le gouvernement les a sortis. Et c'est encore plus grave. Si le gouvernement agit sous la pression, moi je dis c'est grave. Et on peut également penser que l'absence de communication autour de cet événement ou de cette situation très grave qu'est la détention des leaders en prison, je pense que c'est une situation grave. Le fait que le gouvernement ne communique pas, c'est un aveu de faiblesse. Et si le gouvernement ne communique pas et qu'il subit la pression extérieure, je pense que l'État, à ce moment-là, devient faible. C'est pas bien. Maître Pincy. Je dois d'abord dire qu'il y a la conjonction de plusieurs dispositions légales. Et vous savez que ce qui s'est passé, l'exemple des États-Unis n'est pas réluisant avec ce qui s'est passé à Guantanamo. À Guantanamo, on n'a pas vu quand ils ont vu. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ils n'étaient pas capturés dans la guerre. Non, laissez-moi. Laisse tomber. C'est une disposition qui concerne le terrorisme. Ah. Et voilà. Lorsque Ayoub Tabé revendique... Nous sommes des terroristes. Non, lorsqu'il revendique un certain nombre d'actes... Non, moi je prends une définition. Après, je suis là pour défendre une des parties. OK? Dans l'analyse, c'est pour avoir une contradiction. Je peux également être son avocat et avoir une autre disposition. Moi, je l'ai appris au barreau de Paris, dans ce qu'on appelle la conférence Berrier, la conférence de stage. Je peux plaider pour une chose et pour le contraire. Donc, pour l'instant, moi, je plaide pour ça, parce qu'il faudrait que j'apporte une contradiction. Nous ne pourrons pas être tous du même côté au niveau du débat. Alors, sur la base des éléments que j'ai, je dis que sur la base des éléments, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'internement administratif. J'espère que vous savez que ça existe toujours. C'est-à-dire, le préfet peut du jour au lendemain vous dire que vous assignez à résidence ou bien que vous mettez dans le cadre d'un internement administratif où vous n'avez même pas accès à votre avocat. Je n'ai jamais dit que c'est la loi idéale qu'il faut y avoir. Même en tant que démocrate, il faudrait qu'on évolue. Mais ça existe. Donc il me semble qu'il y a eu l'application conjuguée de la loi sur l'internement administratif avec incarcération, d'autant plus qu'ils n'ont pas été extradés, mais tout simplement on est allé capturés. On les a fait partir comme on l'a fait pour... On l'a capturé. Au Tchalan. Il faut dire. Les exemples existent sur au Tchalan qu'on est allé chercher. Ça existe de partout en Turquie. Ça existe partout de par le monde lorsque vous avez une disposition. Et il y a une coopération multiforme entre le Cameroun et le Nigeria, dont nous savons tous que la frontière commune est de 1960 km. Donc lorsque vous avez des bases arrières armées avec des gens qui luttent et qui pénètrent avec des armes de guerre, je ne vois pas comment le gouvernement ne peut pas se défendre et prendre et exploiter. On appelle ça un militaire. On fait ce qu'on appelle une exploitation de la situation. Il avait les armes? Qui ça? Je dis qu'il y a des gens qui sont au Nigeria. Et ces gens-là, ils avaient les armes? Non, pour l'instant. Non, je ne suis pas en train de parler d'Ayoub Tabé. Je suis en train de dire, en ce qui concerne, qu'il y a eu des armes au Nigeria. Et il a fait un certain nombre de déclarations sur lesquelles on est en train de faire une exploitation. Je ne suis pas procureur
et vous êtes son avocat, vous allez mieux le défendre. Mais je veux dire que s'agissant du gouvernement, nous sommes dans le cadre d'une procédure dans laquelle on peut, malheureusement, garder des gens pendant un certain nombre de temps et que la durée de la garde à vue peut se prolonger pendant une certaine période. Maintenant, s'agissant de la question qu'a posée Dipita Tongo, oui, le fait que maintenant on puisse dire que, et d'ailleurs dans un premier temps, et il a eu raison de le dire, un certain nombre d'avocats étaient allés au CED pour dire que nous sommes leurs avocats. On leur a dit, allez voir le commissaire du gouvernement, parce que pour vous, vous ne pouvez pas vous constituer d'office avocat. Et je me réjouis que, par exemple, lui, il respecte les dispositions des règles de déontologie professionnelle d'avocat, où vous devez être commis soit par la personne, soit par sa famille. Donc il le respecte, et c'est pour ça qu'il l'a vu. Et il a bien précisé qu'il y a un certain nombre qui ne sont pas leurs avocats, même quand ils font leur déclaration. Et ça, la déontologie professionnelle commande en tout état de cause, et s'agissant d'une affaire aussi sensible, on doit prendre des précautions. Et quand un certain nombre de personnes font un certain nombre de déclarations, ces déclarations peuvent aller à l'encontre de la stratégie des vrais avocats d'Ayoub Tabé de la défense. Et de la défense. Donc il faut être très prudent dans le cadre de cette affaire-là. D'autres en mal de publicité. Moi, en ce qui me concerne, j'essaie d'établir l'état de droit tel qu'il est, même si, sur le fond, il y a des dispositions légales avec lesquelles je ne suis pas d'accord et avec lesquelles que j'ai critiqué. Mais c'est comme ça la loi, elle est dure, on l'applique, et malheureusement, j'espère qu'avec le talent des avocats qui sont en face, ils sauront nous expliquer, parce que je n'ai pas lu le dossier, je ne sais pas ce qui se passe. Lorsqu'on saura ce qu'il y a dans le dossier, on va mieux apprécier. Maître Vopita, mais je voudrais savoir, avez-vous un timing de visite? Le député est désormais clair, vous pouvez avoir accès à vos clients lorsque vous le souhaitez, selon les dispositions légales ou... Non, non, il y a toujours les contrôles. C'est Il y a normal. toujours les contrôles. Moi, je voulais parler de la loi de 2014 sur le terrorisme, à son article 11. Vous ne pouvez pas faire ce genre de loi en disant que les gardes à vue et de 15 jours... Renouvelable. Non, ils n'ont pas dit renouvelable. Article 11. Non, renouvelable, c'est autorisation, c'est Oh, ça. le renouvelable, ok, sur l'autorisation. C'est autorisation du commissaire du gouvernement. Bon, j'ai dit ceci. Indéfiniment, J'ai dit ceci. Donc, il peut garder les gens comme des cadeaux. La loi Les gardes à vue n'excluent pas le conseil. Sauf s'il y a internement administratif. Vous êtes mon confrère aîné. Oui, je suis Les d'accord. gardes à vue n'excluent pas Le conseil. le conseil. D'accord. Les gardes à vue n'excluent pas les médecines personnelles. Les familles peuvent avoir accès à ces détenus. Ça n'exclut pas la famille. Le code de procédure pénale existe d'ailleurs, Voilà. qui rencontre les médecins. Voilà. Les Et les familles. Les familles peuvent avoir accès. Les familles sont-elles autorisées? Les familles n'ont pas eu l'accès jusqu'à ces derniers jours. Mais elles sont-elles déjà autorisées à rencontrer? Oui. D'accord. Les familles. Mais donc ça, c'est un chaque jour, il y a une visite de 30 minutes. Donc les familles, ils vont quand même. Oui, il y a une famille qui peut aller. Alors. Et s'ils ont des difficultés, et nous Et voilà, contactent. c'est votre rôle de les dénoncer. Voilà. Benoît. On a dénoncé, Oui. mais Ça va mon marcher. confrère, je vous dis que cette loi Bon, la loi a été votée. était faite pour mater La loi les a été votée, Camerounais. elle est en vigueur. On va pas. Pour mater les Camerounais. Et Benoît. moi, je dis sur ces plateaux que cette loi doit être Abrogé. abrogée. Il faut aller voir les députés. Non, moi, Benoît. Demandez, modifier. les députés Ah. sont votés par le peuple. Et Benoît. on est en train de parler au peuple. Benoît, alors on sait quand même que la diaspora, dans cette crise, a un rôle non seulement important, mais j'ai failli dire déterminant à plus d'un titre. Elle finance, elle a la famille ici, elle accompagne, donc elle est fortement impliquée. Alors, vous, du regard donc extérieur, quel est l'apport, quel est l'appui, quel est le mécanisme que vous pouvez mettre en branle pour décanter éventuellement cette situation-là? Mais écoutez, Dipita, je pense que de manière informelle comme ça, comme vous avez dit, la diaspora, de par le fait que nous avons des familles au Cameroun, et précisément dans ces zones-là, nous avons intensifié l'aide que nous pouvons apporter à ces familles-là.
tous les mois. Parce que régulièrement, nous envoyons de l'argent à nos familles qui résident au Cameroun. À cela s'est ajouté donc cette crise qui a fait que nous arrivons à nous organiser, parce que nous avons aussi, même si directement nous ne sommes pas anglophones, nous avons des amis qui sont particulièrement touchés par cette situation-là. Et ce qu'on peut observer, c'est un peu la radicalisation de ceux qui sont directement concernés. Parce que on note quand même que l'État ne s'implique pas dans la prise en charge des personnes qui ont été déplacées et des familles qui ont perdu leurs biens, leurs maisons, et ainsi de suite. Donc c'est quand même une situation qui préoccupe la diaspora à plus d'un titre. Vous allez noter d'ailleurs que le flux des transferts d'argent de la diaspora en direction du Cameroun a fortement augmenté. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais le flux a vraiment augmenté. Ce que nous attendons, c'est une organisation de cette action-là, une coordination de cette action. Et dans ce sens-là, la diaspora est en train de se mobiliser. Et je pense que d'ici peu, elle pourra être plus présente sur le terrain. Mais il y a une forte mobilisation des Camerounais de la diaspora pour venir en aide à leurs concitoyens qui sont dans d'autres zones. Moi, par exemple, je n'ai pas trop parlé de moi, depuis que je suis arrivé au Cameroun, j'ai eu à aider des amis qui ont accueilli, qui ont été obligés d'accueillir chez eux des centaines de personnes qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc c'est des familles qui ont tout perdu là-bas, les maisons ont été brûlées, les parents se sont retrouvés à fuir dans la forêt, mais ils ont quand même réussi à envoyer les enfants du côté de Douala. Donc si vous allez dans les familles anglophones, vous allez trouver des maisons pleines, parce que les gens viennent des villages qui ont été brûlés. Donc face à des situations comme ça, on ne peut être que sensible face à tout ça. Mais il faut coordonner cette action-là. Et je pense qu'on fera peut-être une parenthèse sur l'action du gouvernement. Et oui, c'est prévu dans le menu. Voilà. Armel, sur le rôle de la diaspora. Je pense que la diaspora, jusqu'ici, est en train de très bien réagir concernant le problème de la crise anglophone. Il faut dire qu'il y a une diaspora que le gouvernement accuse aussi de financer plutôt ceux qui attaquent. Bon, là, oui, c'est clair. Je parle de la diaspora. Le ministre de la Défense l'a clairement dit à l'ambassade des États-Unis. Le ministre de la Communication l'a également clairement dit. Et d'ailleurs, il m'a semblé qu'il y a une liste qui a été établie et de nos autorités compétentes pour essayer de voir comment on peut ramener à la raison, tout le monde sur le plan juridique, un certain nombre d'acteurs de la diaspora. Tout à fait. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur cette distinction-là, diaspora, bonne, mauvaise diaspora. C'est parce que j'ai dit, j'ai fait une précision. Moi, je parle de la diaspora en général et j'ai dit que jusqu'ici, notre diaspora est en train de très bien se comporter. Voyez-vous, dans presque tous les pays au monde, la diaspora joue un rôle important et fondamental. Plus proche de nous ici en Afrique, je vais prendre par exemple l'exemple du Mali. Vous allez voir que la diaspora malienne est un acteur du processus du développement du Mali. La diaspora malienne occupe une place importante. Lorsqu'on voit ce que cette diaspora-là fait annuellement, alors on peut se dire que la diaspora ne doit pas être quelque chose qu'on doit négliger. Je vais donc chuter en disant que cette diaspora, notre diaspora camerounaise ne doit pas baisser les bras. Elle doit aller, n'est-ce pas, de l'avant pour que cette action-là qui est salvatrice, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, nous aider à solutionner cette crise. Maintenant, avant de dire un mot sur la diaspora, quelle est la périodicité des visites pendant la garde à vue? Non, enfin, ça dépend. Moi, si vous parlez d'une procédure classique... Oui, procédure classique, comme vous voulez. Est-ce que vous nous en dites? Non, je dis, si c'est une procédure classique de quelqu'un qui se trouve à Newbel, vous pouvez aller très souvent la voir. Vous savez, si la personne est incarcérée, ça ne pose pas de problème. D'accord, c'est le rôle de la diaspora. Ça dépend également du rôle et de l'amitié que vous avez, des rôles avec un certain nombre de magistrats. Bon, si vous avez de très bonnes relations... Ça, je dis bien l'avocat ou tout au L'avocat, okay. Bon, pour les personnes physiques, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des jours qui sont prévus pour les jours et les heures. Mais il y a également les moyens non orthodoxes que connaissent des Camerounais. Alors, venons dans la diaspora.
Alors, la diaspora, pour moi, il y a plusieurs diasporas. Il y a, dans cette affaire, une diaspora, comme celle de notre ami, qui vient, qui aide la famille, qui est là à l'écoute, et qui a un rôle très important à jouer. Et d'ailleurs, sur ce point-là, on a eu à discuter là-dessus. Cette diaspora aurait voulu, et ça c'est un autre débat, qui est le problème de la double nationalité qui soit réglé. Et à ce moment-là, c'est susceptible d'apporter beaucoup d'argent aux Camerounais. Je rappelle que le premier ministre Netanyahou est en même temps américain, ça ne l'empêche pas d'être quelqu'un d'israélien. Il a 4 citoyennetés. Et il y a 4 citoyennetés, et beaucoup de Camerounais, même certains qui sont ici, ayant occupé des postes très importants, vont voter le jour du 14 juillet, bientôt, à l'ambassade de France. Ils vont aller là-bas pour fêter. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui existe. Et le président de la République lui-même avait fait cette déclaration à la diaspora. Et je sais que c'est un homme qui tient à sa parole. Je souhaite tout simplement qu'il ne le fasse pas trop tard. L'élan. Toujours est-il que maintenant, il existe également une autre diaspora. La diaspora compradore, qui est celle qui finance le terrorisme, celle qui envoie l'argent et qui l'avoue. Et qui a signé, on parle de ça, avec une certaine société qui s'appelle Kilimandjaro, pour dire qu'ils vont prendre, pour vendre le pétrole du sud-ouest pour en faire un État moderne, pour toujours diviser, comme on a divisé le Soudan avec le Soudan du sud-ouest pour entraîner des guerres qui seront, on ne va pas en finir. C'est pour ça que, si ces gens-là ont signé effectivement ces documents que je n'ai pas encore vus, Faux. oui, je dis que ça existe, on en parle tous les jours, j'ai encore reçu pas mal d'informations et de documents, peut-être qui sont faux, mais toujours est-il qu'il y a une diaspora qui finance ces opérations. On a vu de vraies armes, des gens qui ont des armes de guerre qu'on a encore arrêtées dernièrement, et ça me pose un problème. Ceux-là qui sont pour les armes de guerre ne sont pas pour la paix, et c'est à cause d'eux qu'il y a l'armée républicaine qui a, et vous savez, ça, le mot que je vais utiliser, l'armée a le droit légal de tuer. Oui, ça c'est un droit légal, c'est-à-dire l'armée prend les armes, vous êtes là, en face, avec des armes, mais tu n'as pas le droit de répondre. Mais pas de tuer les populations innocentes. Je dis au problème légal, c'est-à-dire quand quelqu'un, l'armée a le droit de riposter, et à ce moment-là de le faire. Et c'est ça que je regrette, qu'il y ait cette surenchère, parce qu'il faut qu'on ramène la paix dans ces villages-là. Les gens dont vous parlez, dont certains sont allés dormir dans les forêts, dans les brousses et dans les Sissongo, on a vu, le jeudi, le confrère Agborbala, on a brûlé la maison de son père. Parce qu'il était en disant que moi, je ne suis pas pour la sécession. Donc, il y a des bandits, il y a des bandes armées, et ces bandes armées-là, à mon avis, vont contre ceux qui peuvent politiquement demander et exiger, par exemple, qu'il y ait le fédéralisme. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, en disant que nous voulons discuter de la forme de l'État, discutons de la forme de l'État. Mais pour discuter de la forme de l'État, ça va être la majorité qui va l'emporter, une majorité qui est prévue au niveau de la Constitution pour en changer la forme. Et je pense, à mon avis, que si on n'arrive pas à discuter sur la forme de l'État, qu'on arrive au moins à faire ceci. Il y a une centralisation excessive qui fait en sorte que tout l'argent est à Yaoundé. Les gens qui sont là-bas veulent dépenser cet argent. Si vous êtes, par exemple, à Kumba, il faut aller à Yaoundé pour régler le problème. Si vous êtes à Bamita, alors qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Donc, la régionalisation, la décentralisation, ça peut être une des formes qui puisse s'atténuer. Et nous savons très bien, et j'ai assisté à une conférence ce matin, quand on vous dit que la décentralisation doit se faire, c'est sur la Constitution de 1996. On est déjà au bout de 22 ans. La loi permet de le faire d'une manière tranquille, et ça fait 22 ans, et c'est excessivement grave. Donc, les mesures à prendre qui sont excessivement urgentes sont de fait que des personnes qui se trouvent dans des régions puissent avoir la faculté de décider, par exemple, qu'on peut construire une route dans tel ou tel village, on peut essayer de faire les écoles sans qu'on ait besoin de l'autorisation d'aller à Yaoundé. Et à ce moment-là, et c'est pour ça qu'eux, ils le disent, les anglophones ont l'impression qu'ils sont colonisés, c'est le mot qu'ils utilisent, par les francophones, et ça, c'est une mauvaise chose. Mais ce n'est pas simplement à Yaoundé que ça existe. Il existe d'autres coins au Cameroun où on vous dit que nous sommes colonisés également par une certaine tribu,
Et ça fait un malaise total dans le Cameroun qui fait en sorte que l'unité nationale pose également un énorme problème. Et je dirais que le problème anglophone, ce n'est pas simplement un problème anglophone, c'est un problème typiquement camerounais. Il est accentué tout simplement par la langue. Amel, entre-temps, il y a le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Vous reviendrez. Ok, excusez-moi. Vous n'êtes pas sur la diaspora. Oui, c'est vrai, allez-y. Allez-y, maître. Allez-y. Le rôle de la diaspora. I want to say this. The diaspora exists and is not recognized by the Cameroon government. Everybody living abroad Il y a une diaspora qui vote. does not have, Les présidentielles au moins. does not have, if it's a citizen of France or United States or any place, doesn't have Cameroonian citizenship. Secondly, as a lawyer, I cannot sit here and make declarations like my good friend is doing that the diaspora is financing whatever. But I want to pose a question here. If it was you and your brother, your sister, your family was being killed every day they were being killed, you will sit you in France comfortably or in America comfortably and without giving an assistance, without finding a way out for them. I said here that self-defense was a universally acceptable defense of those who cannot defend themselves. When this thing started, there were no arms. There were only machetes and then guns. Yes. Now, because why? Because these children wanted to defend themselves from being killed every day. And if they have developed the way they have developed, you cannot, with facts, with facts, you cannot declare that the diaspora, and I know what you are talking about, that they are financing it. Well, even if they finance it, they are financing self-defense. Because self-defense, you have to stay alive to do self-defense. If you allow yourself to be killed, you will not be there to defend yourself. All I'm saying is that if the diaspora is financing anything, it is to help those who are here to stay alive. Because I understand, look at what is happening now on the field. You have now white people fighting along our army, the Cameroon army. Where are these white people from? Ça a été démontré. Because there are pictures, and there are dogs, and I saw a dog that has been roasted, and I saw pictures of white people. A certain woman shot. Yes, a certain woman shot. Moi, je voulais prendre a certain woman. 2 secondes. No, let me 2 secondes. A certain woman. De l'apologie du terrorisme que vous êtes en train de vouloir faire. Je vous mets en garde. Est puni d'un emprisonnement de 15 à 20 ans et d'une amende de 25. Je connais cette loi-là, mon confrère. Vous n'avez aucun leçon. Celui qui fait publiquement l'apologie des actes du terrorisme. Non, nous ne sommes pas. Est-ce que j'ai fait l'apologie? En défendant ceux qui font acheter les armes pour tuer les Camerounais, en disant qu'ils font de self-défense. Je sais que vous êtes des RDPC. Laissez-moi exprimer. J'ai la parole. Vous êtes mon ami. Quand vous parlez, je vous écoute. Quand vous parlez, je vous écoute. Je vous écoute maintenant. Ok. Mais il fallait que vous avez coupé la parole. Je vous rappelle les discussions de la loi. Non, vous n'avez qu'à rappeler que... Et d'ici, appelez tes amis. Non. Et viens me prendre. Non, mais je dis fais attention à ce que tu déclares. Je sais ce que je dis. Vous n'avez pas je rappelle les textes. You don't know the facts, Pensy, to say that people are financing. And if anybody is financing, I don't know. But I'm telling you that people have a right to self-defense. Oui, maître. They have a right to self-defense. Maître. And let me also tell you this. Maître. Oui. Self-defense en prenant les armes contre l'armée de son pays. Non. Ne vous énervez pas. I don't know whether they take arms or not. You want me to sit here and condemn. You call us terrorists. You call us secessionists. You call us all kinds of names. In 1984, when you change the name, when you change the name to La République du Cameroun, what did you do? You walk away from the union. Maître. So c'est moi qui donne la parole. You have the right to tell me that you're warning me that there's a law that
talks about apology of Je rappelle la terrorism. loi. Meaning that you are saying that all of us are terrorists. That's what you are saying. je rappelle juste- That's what you are saying. Non. Je vous You have no rappelle- right. Prends la parole, maître. Non, You are a lawyer like myself. Maître, You have no right to non, tell me Je that. rappelle please. juste la loi. You have no right to tell me De that. faire Une seconde. attention Une seconde. à je- certaines I have déclarations been on this platform qui for more peuvent than a year. être interprétées comme John telles. Fro- John Si Fro- vous lisez Maître l'expression de Pincé. l'article Oui. 8 Maître Pincé. de la loi, c'est tout. Maître Pincé. Moi, je vous aime bien et je dis faites Messieurs attention. les avocats, nous sommes pas là-bas. Vous êtes devenu le procureur. Non, Justement, nous sommes pas je là-bas. rappelle les textes. Si on peut- Benoît va Je me rappelle revenir les sur textes. quelque chose. Non. Une seconde. J'avais la Non, je parole. vous retire d'abord la rappelle les parole. textes de Oui, loi. je vous retire d'abord la parole. Je quitte. Non, vous ne Non. quittez pas. Non. Je vous retire la parole. Je quitte. 2 minutes. Je n'ai pas répondu. Oui, vous allez revenir. Sur cette question-là. Vous allez revenir. Et Pensi m'a interrompu. Vous allez revenir. Et je ne peux pas accepter ça. Vous allez Je revenir. ne peux pas. Je rappelle- j'ai le Vous droit allez de revenir, maître. Soufflez Tu as 2 le droit de minutes. parler. Oui, Maître j'ai le Pincé. droit de parler. Ok, Vous allez y a pas de revenir. Mais comme tout francophone, non, maître. vous retirez le parole chez les anglophones. Maître. C'est ce que vous dites. Maître. Vous m'appelez, vous m'informez. À l'entrée de l'émission, vous L'apologie de quoi? Vous m'avez dit que c'est votre rappelle le ami. texte. Non, L'apologie de quoi? Maître, une seconde. Vous m'avez dit que c'est votre ami. non? Vous connaissez ce texte plus que moi? Maître Fro. Alors, Maître Fro. vous connaissez ça plus que moi? Maître, on Non. ne va pas se Oui. fâcher. Oui, Vous m'avez dit à l'entrée de l'émission que c'est votre ami. Oui. Restons amis. Mais c'est mon ami. Non, Ouais, non, mais non, il ne fallait pas Oh me là là. signaler ça. D'accord, je vous retire la parole 2 minutes. ne Vous allez fallait pas me revenir. signaler ça. Oui, Oui, Benoît, vous allez revenir. Oui, Dipita, effectivement, c'est le nœud du problème. D'accord. C'est le nœud du problème. Et vous voyez, voilà, cet échange démontre effectivement que c'est là le nœud du problème. Maître Pensi dit que l'armée a le monopole, hein, Voilà. De la violence. de la légitime. violence De tuer sur les légitime, Camerounais. de la violence légitime. Donc ça, c'est ce qui est, voilà, c'est vrai. On explique L'armée ça, on explique a ça, le on monopole. voit, Voilà. C'est comme ça. D'un autre côté, il y a des Camerounais qui estiment qu'ils ont, de par cette disposition-là, été massacrés, ont été tués, malmenés, et, en tant qu'être humain, pensent qu'ils ont le monopole de la légitime Défense. C'est ça, c'est l'argument. C'est ça. Quand vous écoutez ces personnes qui se sont réfugiées dans la forêt, j'écoutais encore un document récemment où on les a interrogés, ils disent effectivement qu'ils ont décidé de se défendre parce que l'armée brûlait maisons, plantations, et autres. Donc Les ils villages se sont défendent. brûlés. Donc c'est des faits. Mon ami. Je pense que Maître Fou, c'est des faits, puisque c'est des gens qui s'expriment ainsi. C'est leur point de vue. Et donc, de ce point de vue-là, ils estiment qu'ils doivent se défendre. Maintenant, si chacun se met à sortir ses droits, je pense qu'on n'en finira pas, comme disait Eric Ginger. Il faut qu'on aille vers des solutions. Il faut qu'on aille vers des solutions et il faut qu'on s'accorde ici, ce soir, au sortir de cette discussion, qu'il faut véritablement que de part et d'autre, il y ait des actions fortes. Et de mon point de vue, le gouvernement, qui est en quelque sorte, je vais dire, le garant de la paix dans le Cameroun, et je dirais même le président de la République, il faut qu'il prenne des mesures fortes. Si la présentation de M. Ayouk et compagnie aux avocats et au monde entier devrait être un signe d'apaisement pour qu'un procès rapide se fasse, moi je dis oui, il faudrait rapidement liquider cette affaire-là. Parce que c'est une partie, c'est un volet de la solution. Je pense que M. Ayouk, tel que c'est parti, et compte tenu de ce qu'on a vu, on l'a vu dans les documentaires, déclarer qu'il se battrait jusqu'à la dernière goutte de son sang pour libérer ses frères, si il est rendu coupable de quoi que ce soit, qu'il soit condamné et qu'on passe à autre chose. Il peut être amnistié. Il peut être amnistié après, très bien, c'est ce que j'allais dire. On peut le tuer aussi. Non, je ne pense pas qu'on C'est la loi. Oui, mais je ne pense pas qu'on va arriver à ça. Je Je pense pense que le qu'il monde faut- n'est plus exécuté depuis 85. non, J'espère que non. il faut des mesures fortes, aller vers un procès très rapide, parce que plus vite on aura une issue à ce procès-là, fût-elle une issue, l'emprisonnement, la condamnation de M. Ayouk, après le président de la République, ça lui donne l'opportunité de prendre des décisions fortes pour détendre l'atmosphère et aller finalement vers le dialogue qu'on attend tous. Parce que c'est la clé, le dialogue.
il faut que tous les enfants du Cameroun se mettent autour d'une table pour discuter. Il y a deux types d'anglophones. Il y a des anglophones qui veulent rester au Cameroun, il y a des anglophones qui veulent partir du Cameroun. Et de ce que j'entends du discours de Maître Frou, la porte est encore ouverte pour rester. Mais dans quelles conditions? Maître Frou, comment on en sort? Quelles sont les solutions que vous proposez? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais tout simplement dire que les gens peuvent interpréter cette loi comme ils veulent. Je suis sur un débat public. Si un avocat dit qu'il lit une disposition de loi pour me menacer, de l'apologie des terroristes, comme nous sommes les terroristes, et je ne sais pas là où vous allez me classer. Bon, moi j'ai pris bonne note, Maître Pensy, en répondant à votre question. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai toujours dit, le gouvernement a déclaré la guerre le 30 novembre 2017 contre un parti du pays. Ce qu'il considère un parti du pays. Maintenant, c'est le même gouvernement qui doit faire un cessez-le-feu unilatéralement. Même gouvernement. Et s'ils le font, les autres partis doivent suivre. C'est la loi internationale. La Convention de Genève. Et doit suivre. Et le 2, le gouvernement doit relaxer tous les anglophones qui sont dans les prisons, pilotés par les RDPC, là où M. Pensy est membre. Pilotés par eux, ils sont plus de 1200 dans les prisons, y compris les leaders qu'on a capturés du Nigeria et 37 autres qu'on a capturés ensemble, que jusqu'ici, nous ne trouverons pas là où ils sont. On leur relaxe tout le monde. Et le gouvernement donne maintenant un programme de transaction avec un médiateur acceptable de tout le monde. Et moi, j'insiste, un Africain. Parce que nous sommes là où nous sommes, parce que les Blancs nous ont foutus dans l'air. Que ce soit les Britanniques ou les Français. Sinon, on ne devait pas être là où nous sommes. Donc, nous avons les Africains crédibles d'être les médiateurs de cette affaire. Pensez à qui? Je pense à M. Kofi Annan, je pense à professeur Lumumba, je pense aux autres. Il y a dans l'Afrique francophone, il y a les gens. Non, Thabo Mbeki a déjà fait sa part en Côte d'Ivoire. Dans les pays francophones, on peut trouver aussi les grands Africains qui peuvent être les médiateurs. Cette négociation doit avoir lieu dans un pays neutre. Pourquoi? Africain neutre. Pourquoi? Parce que nous sommes polarisés. Tous les Camerounais, comme ce soir, vous avez vu comment mon confrère qui est de RDPC demande qu'on m'arrête. Mais non. Je ne l'ai jamais dit. Et je dis ceci. Avec ces négociations, tout le monde arrive là-bas avec sa délégation. Vous ne pouvez pas dicter qui sera de quel côté ou de l'autre côté. Il y a les diasporas que vous avez négligés. Vous ne leur donnez pas la citoyenneté camerounaise parce qu'ils ont pris la citoyenneté ailleurs, alors que les Juifs allaient en Israël voir le développement, le niveau de développement. C'est le diaspora, c'est tout le monde, c'est tous les Juifs dans tout le coin du monde. Et un petit Cameroun a une loi qui dit que si je suis américain, je paie ma nationalité camerounaise. Si je suis français, je paie ma nationalité camerounaise. Ça, c'est extrêmement grave. Et nous avons suivi les promesses que le chef de l'État a données à cette diaspora-là, et il n'a pas tenu. Ça veut dire que, en ce qui concerne ce gouvernement, les diasporas n'existent pas et n'ont aucune influence au Cameroun. Il a encore au pouvoir, là, le temps de... Voilà. Armel, sortie de crise. Sortie de crise, le dialogue et rien que le dialogue. Et il faut Dialogue les armes en main, parce que ça... Il y a deux choses. Dialogue aux transactions. Négociation, pardon. Désarmement et dialogue. Et le dialogue se veut vraiment un dialogue sincère. Il ne faudrait pas que le dialogue soit
un dialogue, n'est-ce pas, hypocrite. Puisque lorsqu'on remonte, par exemple, l'histoire, moi j'ai un problème même d'abord avec cette crise-là, parce qu'une des causes qui envenime, qui aggrave, n'est-ce pas, cette crise, c'est le non-respect de la parole donnée et le non-respect de la loi par les autorités camerounaises. Parce que si on essaie de remonter la crise, on va voir que tout part de Fumban. Et lorsqu'on voit les accords et les résolutions qui ont été prises en Fumban, on se rend compte que les anglophones ont un tout petit peu été dupés. C'est un mariage, n'est-ce pas, que les anglophones qualifient aujourd'hui de duperie. Or, si ces clauses-là avaient été respectées, je pense que ce que nous vivons là aujourd'hui ne serait pas en train de se passer. Je prends par exemple encore un autre cas, le cas de la Constitution de 96, qui a, n'est-ce pas, ici, prescrit la décentralisation et les régions. Mais 22 ans aujourd'hui après, on ne voit rien sur le terrain. Or, si cette décentralisation-là avait été implémentée, la crise anglophone n'aurait pas atteint le niveau qu'elle a atteint là aujourd'hui. Donc, je pense que on doit apprendre, n'est-ce pas, à respecter la loi que nous-mêmes nous votons. La loi n'est pas parfaite, la loi n'est pas faite pour les autres. Je parle sous le contrôle des maîtres pensés, des avocats qui sont ici sur le plateau. La loi a deux caractères. Elle est impersonnelle et générale. Impersonnelle, elle ne concerne pas quelqu'un en particulier. Mais en général, elle concerne tout le monde au même moment. Donc, lorsqu'on édicte la loi, lorsque le constituant met sur pied une loi, on doit apprendre à respecter cette loi-là. Rousseau nous dit que l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Pourquoi ne voulons-nous pas obéir aux lois que nous-mêmes nous avons éditées et que nous avons élaborées? Maître Pensy, je vous prends sur le plan d'assistance humanitaire. Les solutions de sortie? Non, je vais prendre aussi cette solution-là, parce qu'il faut passer une affaire grave. Et je dois d'abord dire que j'ai beaucoup d'estime pour Frou, et je ne voudrais jamais qu'il soit arrêté. C'est pour le dire, mais je dis que les gens peuvent mal interpréter ses propos et invoquer les dispositions. Il n'a qu'à invoquer, je suis prêt. Donc, c'est ce que je voulais je suis prêt. C'est ce que je voulais lui faire comprendre, cela. Les gens de votre parti, il faut préciser. Allez-y. Chacun son parti. Je voulais dire également dans le cadre de cette affaire que l'affaire est très grave pour qu'on n'aboutisse pas à la paix. Mais quand on doit faire une négociation, on n'impose pas un point de vue. C'est-à-dire, je suis surpris parce que vient de dire Frou. Il dit que voilà les conditions. Il faut d'abord sortir tout le monde. D'abord, il faut sortir tous les anglophones, comme si c'était les anglophones qui sont en prison. Il a calculé, ils sont 1900. Je ne sais pas d'où ils sont le chiffre. 1200. 1200. Bon, vous donnez des chiffres, je ne sais pas d'où vous les sortez. Si je vous demande tous les noms, vous ne pouvez pas les donner. Après, vous dites je peux vous donner il faut cesser. Vous demandez à l'armée camerounaise d'aller rendre les armes, de baisser et de laisser... Je n'ai pas dit rendre les armes. Vous avez demandé ça. Vous avez demandé... Cesser le feu. Cesser le feu. Ça veut dire que... Cesser le feu. Vous cessez le feu unilatéralement. Ça veut dire que vous allez vous poser... Et déclare un cesser le feu unilatéralement. Ça veut dire que... Non, pratiquement. Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit de l'écoute. Le problème, c'est la contradiction au niveau de l'écoute. Souffrez que j'ai un avis contraire du vôtre. Vous dites qu'il faut un cesser unilatéral. C'est-à-dire l'armée prend les armes, il met au vestiaire. Non. Non, c'est ça. Cesser le feu. Cesser le feu, ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'il ne tient plus. Et de l'autre côté... Il doit déposer les armes. Je dois les appeler comment les terroristes, les socionistes, les porteurs d'armes. Non, les gentils qui tirent sur l'armée camerounaise, on les laisse avec les armes. Non, c'est impossible. Donc, la négociation ne peut jamais se faire comme ça. Une négociation doit être d'abord... Tout m'a mal compris. Pour ce faire, j'espère que vous allez apporter un correctif sur ce propos, en tout état de cause. Je pense que je peux quand même comprendre ce que vous dites, à moins que ce ne soit inaudible. Auquel cas, le gouvernement ne peut pas vous comprendre. Ce qu'il y a, et c'est ce que je voudrais dire sur ce point-là, c'est que les efforts doivent être faits et que nous ne devons pas avoir une position crypto-rigide. L'art de la négociation, c'est également l'art d'avoir des angles, de pouvoir avoir le corps rond, de pouvoir se mouvoir pour pouvoir discuter. Et ce n'est qu'avec, dans la discussion, dans la négociation, que nous pouvons aboutir. Effectivement, je ne pense pas que les FARC et ce qui s'est passé en Colombie ne sont pas allés négocier à Washington. Ils ont négocié à l'intérieur de leur pays. Et là-bas, il y a eu plus de 300 000 morts.
Ça n'a rien à voir pas la avec même chose. ce qui s'est passé au C'est dans Cameroun. un seul pays. Non, ça s'est passé dans C'est pas leur la pays. même chose. Excusez-moi, vous voulez me couper tout le temps. Vous n'êtes pas un démocrate, cher Mais vous ami. m'avez coupé aussi. Hein. Bon, c'est pas, vous pouvez toujours continuer. Vous savez, vous Allez-y. voulez me vaincre, c'est vous n'allez vrai. pas le faire. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Mais Donc, terminé, on va dire un mot sur le plan d'urgence terminer, avec Benoît. tout simplement, moi, mon problème, c'est pas en disant les anglophones, machin. Je pense que nous sommes tous des Camerounais. Hmm. Nous sommes d'abord Camerounais. Et nous sommes traités de la même manière. Oui, vous arrivez à Douala, les gens vont vous dire que rien ne Mais se terminé, passe terminé. ici. Donc, le Cameroun souffre. Votre problème n'est pas simplement un problème, c'est un problème qui a dans toutes les régions actuellement camerounais qui aussi bien au Nord Cameroun. Etienne le parlait de ça, l'état du Bornou. Il a parlé de l'état de la Damawa, c'est l'état du Bornou qui était le Cameroun avec Maïdigouri. Vous avez maintenant à l'est Cameroun où il y avait des problèmes. Vous avez des problèmes multiformes qui sont dans tout le Cameroun, qui a un énorme problème et ce n'est pas facile pour le gouvernement. Donc il faudrait que les uns et les autres fassent des efforts et les accords doivent commencer et les négociations sont d'abord secrètes pour pouvoir aboutir à une plateforme pour qu'on trouve un terrain d'entente. C'est comme ça qu'on négocie. On ne négocie pas tout simplement en posant des ultimatums. À ce moment-là, c'est la voie de l'échec. Benoît, je voudrais vous prendre sur le plan d'assistance humanitaire d'urgence. BUMO, quelle appréciation vous en faites? Moi, j'ai du mal à lire je veux dire, la stratégie qui se cache derrière. Je pense que le gouvernement, là-dessus, a procédé un peu par l'embuscade. Un matin, il sort un plan et il demande aux Camerounais de cotiser. Moi, je suis très sceptique par rapport à ce plan-là. Je ne dis pas que le plan n'a pas lieu d'être. Il a lieu d'être. Mais je pense que tel que c'est parti, avec des cotisations, des élites, des DG et tout ça, ça ressemble beaucoup plus, comme le pensent beaucoup de personnes dans les quartiers, à une autre affaire, un autre coup de cœur. Et on sait comment les coups de cœur se sont terminés. Donc j'ai peur que ce soit un flop, parce que derrière, il n'y a pas eu de pédagogie, il n'y a pas eu d'explication. Et je crains que le peuple, qui est le premier visé par ce plan, parce que je pense que le gouvernement veut susciter l'adhésion populaire à cette action-là, j'ai donc peur que l'objectif ne soit pas atteint. Mais je voudrais dire un petit mot quand même, puisqu'on est dans les solutions. Absolument, non seulement solution, mais en plus en sortie d'émission. En sortie d'émission, donc ce sera mon dernier mot. Au-delà de ce que les uns et les autres ont dit, je pense que, et M. Maître Pincy l'a redit avec acuité, le problème anglophone est un problème camerounais. Et quand on regarde les problématiques qui sont posées, c'est des problématiques de gestion du pays, de management du pays. Le pays est mal géré, globalement. Donc, il faudrait qu'au cours de ces assises, de ce dialogue que nous appelons tous de nos voeux, que les vérités soient mises sur la table et que nous puissions tous ensemble signer un pacte social. Comment voulons-nous que le pays soit géré? Est-ce que nous voulons laisser la corruption perdurer, le tribalisme, les déséquilibres entre les personnes? Bref, toutes ces problématiques-là doivent être mises sur la table afin que le management du pays soit amélioré. Maître Fro, en termes de mode de conclusion. Oui, avant que je conclue, je voulais rectifier ce que j'ai dit en matière de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est prévu par la Convention de Genève. Et si l'un des partis aucun parti ne veut pas déclarer unilatéralement, il faut une intervention. Une force d'interposition. Non. Une intervention pour appeler les négociations pour cesser le feu. Mais quand un président de la République déclare une guerre contre ce peuple, c'est lui-même qui doit dire arrête de tuer. Je n'ai pas dit de poser les armes, ce côté ou de l'autre côté. Je n'ai pas dit ça. Bon, pour vous dire ma mot de fin,
c'est que nous attendons que le chef de l'État prenne le devant pour résoudre ces crises. Hein? S'il ne veut pas faire une déclaration de cesser le feu, unilatéralement, il faut une troisième personne pour négocier le cessez-le-feu. Parce que c'est lui, moi je lui ai donné ça parce que c'est un chef d'État, c'est lui qui a déclaré, c'est lui qui doit arrêter. Et s'il veut une troisième personne pour négocier le cessez-le-feu, on le fasse. Mais tout ce jour dit que je veux un cessez-le-feu. Pour qu'on s'arrête de se tuer. Merci. Et les deux, il faut les négociations. Et dans un pays neutre africain et avec les médiateurs africains. Merci. Armel, en termes de mot de sortie et de fin. Comme mot de sortie, je vais d'abord dire que chez nous en Afrique, c'est une valeur, c'est même une tradition innée qui voudrait que lorsque ton frère est en difficulté, que tu lui viennes en aide. Donc, le plan humanitaire, n'est-ce pas, que le président venait de mettre sur pied, est un plan humanitaire qui va dans ce sens-là. Maintenant, sur le plan politique, ajouter à tout ce que le frère de la diaspora a essayé d'évoquer sur les contours flous de la gestion, n'est-ce pas, de cette aide-là, moi je dis que c'est une aide qui apparaît comme une tentative de gérer un problème par ses conséquences. Et il y a également le contexte qui est bien particulier. Et les populations que nous sommes risquent de voir en ça une pré-campagne. Pourquoi est-ce que cette aide humanitaire intervient maintenant et non pas avant? Pour chuter maintenant en donnant les mots de solution ou alors les tentatives de solution, je vais dire que cette crise-là a besoin premièrement d'un dialogue effectif, de la mise sur pied totale de la décentralisation et des régions et de la descente du président de la République dans ces deux régions pour que cette crise-là soit vraiment résolue. Voilà les propositions que nous présentons. Mot de la fin, Maître Pincy. Oui, je voudrais dire, s'agissant du plan humanitaire, c'est un plan qui était nécessaire. Parce que tout le monde a déploré tout à l'heure, c'est ce que vous faites d'ailleurs, vous essayez d'apporter une petite aide. Et cette petite aide comprend, c'est simplement pour aider les populations, c'est pas l'aide à la reconstruction. Parce qu'après cette aide-là, qui n'est pas simplement le secours, l'argent, les 5 000, les 10 000, les 1 million que donnent les gens, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faudrait, normalement, c'est un plan Marshall assez important pour toutes les régions qui ont des difficultés. Donc, cette aide-là est une bonne chose pour parler au plus pressé sur des difficultés dont vient de parler mon confrère Fou. Il y a des gens qui sont dans les difficultés, il y a des familles qui souffrent, il y a des gens qu'il faut soigner, qui sont malades. Donc, il faudrait apporter cette aide. Maintenant, que l'argent vienne, pas des distributions. Vous dites que c'est politique. Ben, tout est politique au Cameroun. Si vous ne voulez pas qu'on aide les gens, bon, on n'aidera pas les gens. Du moins, le RDPC est toujours en campagne tous les jours. Il fait jouer des propositions tous les jours. C'est ça, la politique. Et empêche les autres de faire la parole. Et on espère tout simplement. Et encore la guerre. Vous allez gérer ça On comment? espère tout simplement. Et vous venez de le dire. Que tout le monde va arriver à un moment de déposer les armes. Mais pas demander à l'armée de déposer les premiers. Donc c'est là où il y a la négociation. Je n'ai pas dit déposer les armes. Donc je dis que donc déposer les armes, ce n'est pas déposer les armes. Cesser le feu et déposer les armes. Non. Merci à vous, Maître John Frosso. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit. Maître John Frosso, je vous dis merci. Je dis merci à votre ami Maître Emmanuel Pincy. Je dis merci à Benoît Salah, Armel Sango. Et vous avez... Je dis également merci à notre cher Soulé Bongam qui était là en début d'émission pour parler de cette histoire de la SIC. Je dis également et enfin merci à Eric Chingia avec qui on a discuté des États-Unis où se trouve pour évidemment que chacun s'exprime d'abord, c'est l'intérêt, que chacun essaie d'évacuer ses émotions, ses impressions, donner son analyse, mais surtout qu'on en arrive à des solutions. On va certainement reparler dans les autres éditions de cette émission. Alors, jeudi, je reçois dans le cadre de entretien avec le père Ludovic Lado, le prêtre jésuite, qui, comme vous le savez, est également un analyste politique. Il est au Cameroun en ce moment et il nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. On le recevra donc jeudi dans le cadre d'entretien, c'est à partir de 22h. Mardi prochain, évidemment, vous aurez droit à notre édition de Cartes sur table. Bonsoir. Bonsoir.